Bonjour, je suis le professeur Benboukar Samira. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obligation plurale. Donc, on a l'obligation cumulative, alternative et facultative. Commençons tout de suite. Alors, l'obligation cumulative, c'est lorsque plusieurs prestations doivent être exécutées pour que le débiteur soit libéré de son obligation. Le législateur marocain n'a pas donné de définition de l'obligation cumulative. Par contre, la législation française a défini cette obligation cumulative comme une obligation d'effectuer toutes les prestations additionnelles qui doivent être faites par le débiteur et il n'a pas le choix de les sélectionner. Et donc l'obligation ne sera considérée comme remplie qu'une fois que toutes les prestations auront été effectuées. C'est pour ça que vous avez cette image de la jeune fille qui met bout à bout des morceaux de puzzle et l'obligation, par exemple, qui serait caractérisée par la remise du puzzle, ne sera complète qu'après avoir ajouté toutes les pièces de manière additionnelle. Donc voilà pour l'obligation cumulative. A contrario, on a l'obligation alternative. Quant à elle, elle est définie par le législateur marocain à l'article 141 du DOC. Donc en cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé et donc de dire soit on exécutera cette obligation, soit on va exécuter l'autre obligation. L'obligation alternative est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé. Est-ce que c'est le débiteur qui va choisir ce qu'il va exécuter ou au contraire ce sera le créancier qui aura la faculté de choisir quelle est la prestation ou quel est le bien qu'il préférera. Donc les obligations alternatives, elles offrent plusieurs options pour remplir l'obligation. Mais si une seule option est réalisée, l'obligation est faite. Donc vous avez sur l'image cette vendeuse de roses. Si la vendeuse, l'acheteur veut 100 roses rouges ou 50 roses noires, elle a la possibilité de lui offrir soit le panier de roses rouges ou le panier de roses noires. La quantité n'est pas la même. Peut-être que les roses noires coûtent beaucoup plus cher que les roses rouges. Et donc, parce qu'on considère aussi qu'il y a une forme d'équivalence entre les obligations qui sont alternatives. Donc, soit 100 unités de roses rouges, soit 50 unités de roses noires. Se pose la question de la possibilité de décomposer cette obligation alternative. Le créancier, à ce moment-là, est-ce qu'il a la possibilité, ou le débiteur, de la partie qui a le droit à cette prestation, c'est le créancier, est-ce qu'il a le droit de dire, en fait, donc ils ont signé déjà le contrat, et il revient sur son engagement, et il dit, en fait, moi, j'ai besoin de 50 roses rouges et 25 roses noires. Ce que dit le législateur, c'est que c'est pas possible. Il peut pas exiger que le débiteur accomplisse une partie de l'une des prestations ou une partie de l'autre. Il doit choisir l'une ou l'autre, à savoir soit les 100 roses rouges, soit 50 roses noires. Et il ne peut pas demander 50 rouges et 25 noires. Donc le créancier ne peut pas aussi imposer au débiteur de choisir une prestation spécifique. Si la condition a été fixée de manière alternative, il ne peut pas venir et dire « Ah ben en fait, maintenant ça ne me convient plus, je ne veux que les roses noires ». Donc l'obligation alternative, elle peut être à la charge, elle peut être choisie, en fait la prestation peut être choisie par le créancier ou par le débiteur, mais les parties ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent et aussi elles ne peuvent pas procéder à une sorte de dépeçage de l'obligation alternative. Que se passe-t-il quand il y a une force majeure dans le cadre d'une obligation alternative? Lorsque la prestation, par exemple, qui a été choisie,
elle est rendue impossible par un cas de force majeure? Est-ce qu'on va se rabattre sur l'autre obligation? L'article 148 dit « Le débiteur en est libéré au regard de la loi ». A contrario, si les obligations alternatives deviennent impossibles, mais du fait du débiteur, à ce moment-là, il est tenu au paiement de l'une des conditions selon le bon vouloir du créancier. Donc là aussi, on a une transposition de la condition alternative aussi dans la résolution. Est-ce que le créancier pourra exiger l'autre obligation ou demander le paiement? Cette disposition, en quelque sorte, elle s'inscrit dans une forme de réparation punitive. Pourquoi? Parce que la condition, en quelque sorte, elle périt du fait du débiteur, puisque c'est à cause du débiteur. Là, on n'est plus dans le cas de la force majeure, mais que les conditions alternatives sont devenues impossibles du fait du débiteur. Et à ce moment-là, il se doit de réparer, mais il y a un caractère punitif parce que il a fait périr les deux conditions alternatives. Donc le choix de l'obligation à l'indemnisation va être bien évidemment à la charge du créancier. Donc on a cette flexibilité qui transparaît dans l'obligation alternative quand elle est pas exécutée du fait du débiteur. Donc est-ce qu'il y a indemnisation ou exécution de l'autre obligation? Le débiteur peut être contraint par le créancier à indemniser l'obligation non exécutée ou exécuter l'autre obligation. Donc on retrouve encore une fois une alternative dans l'exécution ou l'indemnisation. Bien évidemment, cette faculté n'est pas entre les mains du débiteur. Le risque dans ce cas-là, c'est qu'il y ait une possibilité pour le débiteur d'organiser en quelque sorte l'absence d'exécution de l'une des obligations pour forcer l'exécution de l'autre qui lui serait beaucoup plus avantageuse. Donc ce serait un calcul de l'économie en fait du contrat et il va exécuter celle qui serait la plus avantageuse à ses yeux. Donc voilà le risque concernant l'obligation alternative. L'obligation facultative, quant à elle, elle donne un pouvoir au débiteur. Il a le choix d'exécuter la prestation initialement convenue ou en préférer une autre qui va être subsidiaire. Donc là, on n'est plus dans une obligation alternative, il n'y a pas deux obligations, mais il y a une prestation qui va être principale et, à défaut, une qui va arriver de manière secondaire, subsidiaire. Elle est alors, cette prestation subsidiaire, elle est indéterminée. Pas comme dans l'obligation alternative puisqu'elle est inscrite, mais elle repose sur le propre chef du débiteur. Et donc, ça aussi, c'est une possibilité, mais quand même avec un risque pour le créancier. Maintenant, on va parler de l'obligation plurale qui va concerner les parties. D'accord? Là, on a vu l'obligation plurale concernant les objets d'obligation. Là, on va parler de l'obligation plurale à travers la notion de solidarité. Plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs peuvent être redevables ou tenus d'une même obligation. Alors, quand c'est du côté des créanciers, quand il y a une solidarité entre les créanciers, on va parler de solidarité active. La solidarité active n'est pas systématique. Il faut vraiment qu'il y ait une disposition dans le contrat qui le prévoit de manière expresse ou que c'est la loi où la loi prévoit également la possibilité d'une solidarité entre créanciers. Ou ce que nous dit le législateur, lorsque la nature de l'affaire fait qu'il y a une solidarité entre les créanciers. Donc, lorsque plusieurs personnes sont liées par une seule obligation dans un acte, on considère qu'elles ont accepté de l'assumer de manière solidaire. D'accord? Sauf si ils indiquent dans le contrat qu'ils acceptent ensemble, mais qu'il n'y a pas de solidarité.
Et ça s'impose aussi dans la nature de l'affaire. À ce moment-là, il y a une solidarité qui sera présumée. Il y a une présomption en quelque sorte de solidarité quand les créanciers sont dans une affaire commune. Donc à ce moment-là, il y aura solidarité entre eux. L'article 154 du DOC dispose que l'obligation est solidaire entre les créanciers lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un des créanciers. Donc l'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance que l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple. Donc, ce que nous dit l'article 54, c'est que lorsqu'il y a solidarité entre créanciers, le débiteur se libérera quand il paiera l'un des créanciers. Et le créancier, voilà, il reçoit l'argent, à charge pour lui de la redistribuer entre les autres créanciers. Le débiteur ne peut pas être poursuivi par les autres créanciers parce qu'il n'a payé qu'un seul. Au titre de la solidarité, lorsqu'il a payé un, il est libéré, c'est comme s'il avait payé tous les autres. Et cette solidarité entre les créanciers, peu importe si l'un a une créance qui est conditionnelle ou une créance qui est à terme, une créance qui est exigible, que l'autre, en fait, que la créance, peu importe ses modalités, d'accord, ça sera à la charge de celui qui a pris cet argent de faire la répartition ultérieurement. Quand on est dans la solidarité passive, on est dans une solidarité entre les débiteurs. Donc il y a une solidarité entre les débiteurs lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité, par exemple, de la dette. Le créancier ne va pas poursuivre tous les débiteurs qui vont être considérés comme des co-obligés. Il va contraindre un seul et sûrement il va contraindre celui qui est le plus solvable. Donc lorsque ce débiteur désigné va devoir payer, il va payer, il ne va pas dire « Ah non, c'est les autres qui doivent payer, moi je ne paye que ma part et les autres, il faut voir avec eux pour qu'ils payent leur part ». Non, le créancier, en quelque sorte, n'aura pas cette division des poursuites, il va poursuivre le débiteur qui est le plus solvable. L'article 128 dispose que chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les débiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à l'un ou plusieurs de ses co-débiteurs. Alors l'opposabilité des exceptions, qu'on reverra dans la session de créance, ça veut dire que le débiteur, par exemple, il a des moyens de défense qu'il pouvait opposer aux créanciers. Donc ces moyens de défense personnels, il peut les opposer aux créanciers. Les moyens de défense qui sont communs aux co-obligés à tous les débiteurs, il peut les opposer. Mais s'il y a un débiteur autre qui lui avait des moyens de défense spécifiques, et bien cela, il ne pourra pas les opposer. Il ne peut y poser que les exceptions qu'il détient personnellement, d'accord, ou ceux qui sont communs. Pourquoi cette solidarité passive? C'est en quelque sorte une forme de garantie pour le débiteur et puis il va poursuivre celui qu'il estime le plus solvable ou avec qui il aura moins de problèmes. Donc quand il y a une solidarité passive, il y a un remboursement intégral de la dette et il va exercer le créancier son action contre un co-obligé, un débiteur quelconque parmi tous ces débiteurs. Il y a aussi ce qu'on appelle une unité de la créance, il doit payer l'intégralité et donc il n'y a pas de particularité par rapport à ça. Ensuite, lorsqu'il y a cette solidarité passive, donc ça prend la forme d'une sûreté. Et il le dit à juste titre le professeur Nicolas Dissot, quand il y a une solidarité passive entre les co-débiteurs qu'on appelle aussi les co-obligés, ils sont chacun responsables pour l'entièreté de la dette envers le créancier et ils se garantissent
en fait mutuellement. D'où l'adage des 3 mousquetaires, tous pour un pour tous. Donc la solidarité passive va impliquer que les co-obligés vont être responsables conjointement et de manière indivisible de la dette envers le créancier. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se libérer, le débiteur désigné ne peut pas se libérer en payant seulement sa dette à lui, il devra payer la dette de tous les co-obligés, à charge pour lui de se retourner contre les autres. Il peut réclamer la contribution des autres co-obligés pour le remboursement de la somme qu'il a payée en surplus. À ce moment-là, vu que c'est une forme de garantie, c'est un cautionnement qui ne dit pas son nom, l'article 178 du DOC dispose que les rapports entre co-débiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et les règles du cautionnement. Alors on va parler de l'obligation indivisible. L'article 181 du DOC traite du concept d'indivisibilité d'une obligation et il estime qu'il y a 2 raisons qui conduisent l'obligation à être indivisible. La première, elle serait liée à la nature de l'obligation, qui est de la prestation, donc qui est l'objet de l'obligation. Si cette prestation consiste en une chose ou un fait qui ne peut pas être divisé, soit matériellement, soit de manière intellectuelle, alors à ce moment-là, on considère que l'obligation est indivisible. La deuxième raison, elle est liée soit au titre, soit à la loi qui constitue l'obligation. Et si par exemple le titre ou la loi prévoit que l'exécution de l'obligation ne peut être partielle, alors à ce moment-là, l'obligation est indivisible. On va expliquer, gloser cet article 181 qui traite de l'indivisibilité de l'obligation. L'obligation serait indivisible selon 2 possibilités. Il y aurait l'indivisibilité matérielle et l'indivisibilité intellectuelle, ou aussi qu'on appelle l'indivisibilité juridique. Mais vous entendrez plus parler de l'indivisibilité intellectuelle. On va commencer par l'indivisibilité matérielle, qui est la plus facile à comprendre. C'est que l'objet de l'obligation ne peut pas être découpé, scindé, dépecé physiquement. Par exemple, si plusieurs personnes devront faire un tableau, l'objet qui est le tableau fait par plusieurs personnes, l'un va peindre une partie, l'autre va peindre une autre partie, l'autre va se charger du cadre, l'autre va se charger du vernissage. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui participent à la réalisation de cette obligation. Et donc, in fine, à la fin, on a les livraisons d'un objet unique. Et donc c'est le tableau. Concernant l'indivisibilité intellectuelle, ça dépend si on est en face d'une obligation de faire, de donner ou de ne pas faire. Donc si on prend par exemple une obligation de faire, est-ce qu'on a la possibilité de le diviser ou pas? Ça dépend si l'objet de l'obligation peut être divisé juridiquement. C'est-à-dire que par exemple, plusieurs personnes doivent faire quelque chose lors d'une série, je sais pas, un prestataire, un traiteur, qui va faire appel à d'autres personnes pour faire le service, pour faire la décoration, et lui pour faire la cuisine. Donc si on peut scinder entre ces personnes-là, oui, il y a divisibilité. L'obligation de ne pas faire, elle est généralement indivisible. Par exemple, l'obligation de confidentialité. Je ne peux pas m'engager dans une obligation de confidentialité et dire que je garderai le secret pour telle partie et je divulguerai par exemple pour l'autre. L'obligation de donner. Alors, c'est une obligation qui peut être divisée. Par exemple, on peut diviser la prestation. Par exemple, dans un contrat de vente, il est possible de diviser, mais ça dépend aussi quel est le résultat de cette division. Si par exemple, ça vous donne un objet qui, c'est à vous, par exemple, de le monter, puisque chaque partie va vous remettre une pièce, et c'est à vous ensuite de l'assembler. À ce moment-là, ce sera possible. Donc la question de savoir s'il y a divisibilité et indivisibilité, c'est de se poser la question de savoir si l'obligation est susceptible de division. Donc l'exécution, comme si elle était indivisible entre le créancier
et le débiteur. Il y a une divisibilité par rapport à plusieurs co-obligés. Les co-obligés peuvent demander le paiement qu'à proportion de leur quote-part, si c'est possible, et si aussi ils ne sont pas engagés dans le cadre d'une solidarité. Donc s'il n'y a pas de solidarité, ils peuvent s'engager à proportion de leur quote-part. Ils ne sont pas tenus de payer pour les autres, mais uniquement pour leur part. Aussi, en matière d'héritage, quand les héritiers sont dans l'indivision, et on connaît cet adage, nul n'est tenu de rester dans l'indivision, les héritiers, par exemple, peuvent demander chacun leur part. Et s'il y a des dettes, ils ne sont tenus de payer qu'à hauteur de leur part. Donc quand il y a indivision, il faut aussi se poser la question de savoir si l'obligation peut être est susceptible de division. Ensuite, il n'y a pas de divisibilité entre codébiteurs. Alors ça, c'est la possibilité comme ce qu'on avait vu dans la solidarité. Lorsque, par exemple, la dette, elle implique la remise d'un objet spécifique entre les mains d'un débiteur et qu'il n'y a aucune possibilité de partage de ce bien parce qu'il est détenu par un débiteur. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de divisibilité entre les codébiteurs. D'accord ? Un détient le bien et donc c'est pas possible de diviser cette obligation. Situation numéro 2, l'un des débiteurs est seul responsable de l'exécution de l'obligation selon les termes du contrat. Donc là, il n'y a pas de divisibilité. Et j'ai pris l'exemple de la coassurance. Donc dans la coassurance, vous avez plusieurs assureurs qui vont assurer par exemple un navire. Donc ça, c'est la coassurance, c'est des pools d'assureurs. Quand il faut assurer des choses qui sont importantes, genre des navires, des aéronefs. Et vous allez avoir un assureur qui va représenter tous les autres assureurs et qui va être sur le devant de la scène, qu'on va appeler l'appériteur. L'appériteur, c'est lui qui va recevoir les primes d'assurance, à charge pour lui de les prendre, de les redistribuer au niveau des autres assureurs, mais aussi lorsqu'un sinistre va arriver, l'assuré, le souscripteur, ira voir directement l'appériteur. Et il est le seul responsable à ses yeux parce que c'est avec lui qu'il a signé le contrat, même si derrière lui, il y a un pool, un groupe d'assureurs. Donc, ce débiteur, il est le seul responsable de l'exécution de l'obligation, à savoir de l'indemnisation, par exemple. Donc, voilà pour l'obligation indivisible. Donc, on a vu ce mini-cours sur l'obligation plurale. Elle peut être plurale au niveau de l'objet, elle peut être aussi plurale au niveau des sujets. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre suivi, et je vous dis à la prochaine. Merci.